Donc aujourd'hui, on va parler du deuxième opérateur, c'est-à-dire de la divergence. C'est donc la partie 3. Avec le gradient, on avait appris à mesurer les variations d'un champ scalaire. Aujourd'hui, on va mesurer les variations d'un champ de vecteurs. Un champ de vecteurs, c'est un vecteur qui varie dans l'espace, comme ceci par exemple, un champ de vecteurs. Mesurer les variations d'un champ de vecteurs. Un champ de vecteurs varie dans l'espace, et ce qu'on va voir, c'est que il y a deux façons de varier. Tu peux diverger ou converger vers un point. Ici, on a l'impression que ça diverge. Le champ de vecteur il est plus grand ici qu'ici. Et il peut tourner autour d'un point. Là, on a l'impression que ça tourne comme ça. Donc, il va y avoir deux comportements typiques. Un vecteur autour d'un point, c'est est-ce qu'il diverge ou est-ce qu'il converge? Et pour ça, on va définir un opérateur qui s'appelle divergence, qui va permettre de mesurer ça. Un autre comportement typique d'un champ de vecteur, c'est la rotation autour d'un point. Et pour mesurer ça, on va définir dans un prochain cours le rotationnel. La divergence, ça va être la divergence d'un vecteur, ce sera un scalaire. On va chercher à mesurer la quantité de vecteurs qui sort comme ça. Ça va être caractérisé par un nombre. Alors que ici, la rotation, elle peut s'effectuer autour de cet axe, autour d'un autre axe, et encore autour d'un troisième axe. Donc le rotationnel, ce sera quelque chose qui a trois composants. Ce sera un champ de vecteurs, le rotationnel. Pour définir ces deux opérateurs, on va définir deux autres quantités qu'on appelle les flux d'un champ de vecteurs au travers d'une surface. Et
la circulation d'un champ de vecteurs le long d'une courbe. Et dans ce chapitre sur la divergence, c'est la première quantité qui va nous intéresser, le flux. Définition du flux. Soit une surface S de normale unitaire, je vais vous expliquer ce que c'est, N, d'éléments de surface ds, ds, ça veut dire infiniment petit, et comme c'est infiniment petit, c'est plan. On assimilera ça à un plan. Alors dessinons ce que ça veut dire. Ces définitions. Donc une surface, en chaque point, une surface tout petit qu'on appelle ds. Et une normale unitaire, c'est une perpendiculaire surface n, dont la norme est 1. N est telle que n vaut 1. Alors, j'ai dessiné n dans ce sens, j'aurais pu le dessiner dans ce sens, c'est arbitraire, on choisit un sens, et vers où pointe n, on appellera ça l'extérieur de la surface, et de l'autre côté, l'intérieur. Alors, du coup, dans le cas où S, c'est une surface comme la surface de la Terre, ou une surface refermée sur elle-même, évidemment, N, on le met vers ce qu'on appelle communément l'extérieur de la Terre. On appelle alors flux d'un champ de vecteur V à travers ds, la quantité défi égale V scalaire N ds. Et flux à travers S, toute la surface, la quantité phi égale la somme de V scalaire N ds sur toute la surface S.
c'est-à-dire la somme de tous les défis sur toute la surface. On voit peut-être immédiatement aussi, c'est que le flux mesure la quantité de V passe à travers la surface. On va voir ce que ça veut dire, cette quantité exactement. Alors, que signifie ce produit scalaire et ce flux? On prend le petit élément ds. La normale unitaire. Si V est perpendiculaire à n, alors V scalaire n égale 0. Le flux égale 0. Le flux à travers la surface S est nul. C'est-à-dire que si V est le long de la surface, il n'y a pas de flux. Pour qu'il y ait un flux, il faut que le champ de vitesse traverse la surface. C'est ça que j'ai dit que le flux mesurait la quantité de V qui passe à travers la surface. Ensuite, autre cas de figure, si V est perpendiculaire à la surface. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, oui, ça. Perpendiculaire à N. Si V est parallèle à N, V c'est la N, c'est la norme de V fois la norme de N qui vaut 1 fois 1. Égale à la norme de V. Défi. Yes. Norme de V fois ds. Donc c'est directement la norme de V fois l'élément de surface. Et si V est dans le cas général, ce qui se passe, bah, V scalaire N, c'est norme de V fois cosinus de l'angle entre V et N. Et le cosinus augmente à mesure que V passe de perpendiculaire à N jusqu'à collinéaire à N. D'accord. Plus V est parallèle à N, plus le flux est important. Donc ça mesure la quantité de V qui passe perpendiculairement à la surface. Exemple. Le flux de chaleur. Donc on a une densité de flux de chaleur. On abrège souvent en flux de chaleur. C'est fait qu'on avait défini comme étant moins K grade de T. Eh bien, le flux de chaleur à travers
la surface de la Terre, par exemple. C'est écrit comment? Idéal. C'est égal quoi? Pi égale la somme sur toute la surface de la Terre de Q égale à M ds. Vous avez déjà vu une carte de flux de chaleur à la surface de la Terre, plus importante au dorsal, etc. Projetez ça sur la normale. En fait, c'est déjà Q scalaire M, ce flux de chaleur, que vous voyez sur une carte. La carte de flux, en fait, c'est déjà un vecteur qui est projeté sur la surface. Et le flux total, c'est l'intégrale sur toute la Terre du flux pour les surfaces. Ça vaut combien? Il y a quoi comme nombre là-dedans? Pardon? Moins 4 va dire. Là, il y a moins K, oui, ça c'est moins K grade de T. Mais si je veux mettre des watts, je ne sais quoi, ça vaut combien? Le total de tout ça? 42. Ah, alors là c'est 46 ou 42 terawatts, suivant les sources. Et puis le flux moyen, vous divisez 46 terawatts par la surface de la Terre. Vous aurez le flux moyen à la surface de la Terre. Alors, pour définir la divergence, on va calculer le flux sur une surface fermée. On va voir que le flux d'un vecteur sur une surface fermée, c'est une expression particulière. Qu'est-ce que c'est qu'une surface fermée? C'est le bord d'un volume. Donc là, c'est une surface. Donc là, c'est une surface fermée. Ça entoure un volume. Et on va prendre un cas particulier. Le bord d'un parallélépipède rectangle. Infinitésimal. C'est comme un cube. Les arêtes n'ont pas les mêmes dimensions. On va considérer donc un parallélépipède dont les faces sont comprises entre x et x plus dx, y et y plus dy, et z plus dz. On est à z et là on est à y.
Et nous allons calculer le flux d'un champ de vecteurs à travers ce parallélépipède. Donc la normale, les normales, on va les orienter vers l'extérieur. Ils vont sortir des parallélépipèdes. Si le flux est positif, ça veut dire que V est orienté dans le même sens que N en moyenne. V va vers l'extérieur en moyenne. Ça veut dire qu'il y a en moyenne, le champ de vecteur sort de cette surface. Donc si phi est positif, en moyenne, V est vers l'extérieur de la surface. Si phi est négatif, V est en moyenne vers l'intérieur, phi égale 0, ben en moyenne, il n'y a pas de champ de vitesse qui sort de la boîte. C'est en moyenne. Il peut aussi y en avoir qui sort d'un côté et qui rentre de l'autre. Il va y avoir une moyenne nulle. Alors, ce flux sur toute la surface, c'est une somme sur les 6 faces. Le flux, c'est une somme sur les 6 faces, sur chacune qui est l'intégrale sur chacune des faces de VNDS. Eh bien, rappelez-vous ce qu'on avait dit. La surface est toute petite. C'est quoi la somme? C'est tout à fait ça. C'est V scalaire NDS. C'est tout. Maintenant, on va pouvoir exprimer ce flux simplement sur chacune des faces. Alors, prenons la face qui est vers nous. La face qui est vers nous. Sa normale, n égale EX. EX, c'est le vecteur de base sur la direction X. Donc V LRN sur cette surface. Oui. V, c'est Vx, Vy, Vz. N, c'est 1, 0, 0. Donc V scalaire N, c'est juste Vx. Et ds, dz, dy, tout à fait. Donc le flux c'est Vx, on va laisser un peu d'espace, je ne me pas tout à l'heure, fois dy, dz. Et sur la face qui est de l'autre côté,
n est dans l'autre sens, c'est moins EX. C'est tout, la surface est la même. Il y a moins Vx, dy, dz. Alors, on a l'impression que ces deux termes se compensent. Non, il n'y a pas forcément la même chose de ce côté-là. Qu'est-ce que j'ai oublié dans cette écriture? V, c'est pas le même ici que ici. Comment est-ce qu'on écrit ça? Là, le V, il est en x plus dx. Là, il est en x. Ici, il y a x plus dx, y et z. Et ici, il y a x plus dx, pardon, x, y, z. Et sur les autres faces, c'est pareil, sauf qu'il faut remplacer x par y et puis par z. Donc plus v, x, y plus dy, z. Ici, il y a dx, dz, moins vy, x, y plus dy. Pardon, ça y est, plus dy, justement, x, y, z, dx, dz, plus vz, x, y, z plus dz, dx, dy, moins dz, x, y, z, dx, dy. On voit apparaître quelque chose là. X plus dx, moins de x, c'est une dérivée qui apparaît si on divise par dx. C'est une dérivée partielle. Donc on va mettre dx en facteur, ça va faire du dx, dy, dz. Là pareil, on met du dy en facteur, ça fait du dx, dy, dz. On met dx, dy, dz en facteur. Il reste dx en x plus dx, y, z, moins dx en x, y, z, dx, plus y, x, y plus dy, z, moins y, x, y, z, dy, plus vz, x, y, z, dz, moins vz, x, y, z, sur dz. Maintenant, on voit apparaître les dérivées partielles. Cette ligne. Quand dx tend vers 0,
tend vers df sur dx. Celle-ci tend vers df sur dy. Celle-ci tend vers df sur dz. Pardon, n'importe quoi, oui, merci. C'est dux, vx, pardon. Vx. dvz. On va réfléchir à autre chose. Je vais vous expliquer. Tout à l'heure, quand j'ai écrit ça, j'ai écrit x plus dx, yz, et ici x, yz, alors que le y, il se balade sur toute la face. On ne sait pas très bien si c'est en y ou en y plus dy qu'il faut écrire. On s'en fiche parce que on divise que par dx. Donc ici, que ce soit en y ou y plus dy, c'est pareil. Quand on fait tend dy vers 0, le y plus dy tend vers y. Donc là, qu'on soit en point ou en autre de la face, tout est pareil. Par contre, comme on divise par dx, il faut qu'on garde la différence entre x et x plus dx. Vous avez vu au début dans le premier cours. Parfois, le x plus dx devient un x, comme ici. On s'en fiche de savoir à quel point on regarde. Mais le y plus dy, lui, il reste y plus dy parce qu'on divise par dy. On va le faire tendre vers 0 comme ça. Donc le flux. Et donc, dvx sur dx plus dvy sur dy plus dvz sur dz soit dx, dy, dz qui est dv. Le volume élémentaire, le petit volume parallélépipédique. Et ça, c'est dans cette accolade, on lui donne un nom. On appelle la divergence du champ de vecteur V. Et ce qu'on vient de montrer, donc, c'est que le flux, c'est-à-dire V scalaire n, ds en flux sur une surface élémentaire, pardon. Ah non, oui. C'est la divergence de V dv pour dv petit. Petit et en plus parallélépipédique. Pas complètement général ce qu'on a fait. Donc, première définition en cartésienne. La divergence d'un champ de vecteurs d'un champ de vecteurs V est le champ scalaire suivant. Divergence de V égale dx vx plus dy vy plus dz vz. Et maintenant, vous commencez à comprendre que c'est d1 v1 plus d2 v2 plus d3 v3 et on va le noter di vi en notation d'Einstein.
Mais on a aussi une autre définition. On vient de montrer une relation là-haut qui est que le flux à travers une surface, c'est la divergence de V fois dV. On a une autre définition plus générale. Définition plus générale. Soit V. Volume et dont le bord est dV. Alors, pourquoi cette notation? Souvent, je ne vais pas noter le bord du volume S, je vais le noter dV, comme ça je sais que ça se rapporte au volume V. Je sais que dV, c'est le bord du volume V. Donc, dV, c'est ça, c'est un D partiel. Soit V un bord de volume dV, le normal unitaire vers l'extérieur N. De surface, d'éléments de surface. ds. Point. Si V est infiniment petit, alors on peut définir la divergence par la relation qui est là-haut. On a démontré pour un petit parallélépipède qui est celle-ci. Divergence de V égale donc 1 sur le volume fois l'intégrale, c'est-à-dire le flux de V Rn sur tout le bord. Je vais remplacer dV par V parce que si V infiniment petit, V égale dV, c'est la même chose. Vous pouvez mettre V ou dV là-dedans, tant que vous savez de quoi vous parlez, tout va bien. Donc voilà une définition plus générale parce qu'elle ne fait pas intervenir les coordonnées cartésiennes. D'accord? Cette définition, elle est vraie quelles que soient les coordonnées. On peut établir l'expression divergence de V en sphérique. Alors que je prenne ça, par exemple, comme définition. Et maintenant, imaginons qu'on ait un grand volume. Donc, si ce volume n'est pas infiniment petit, qu'est-ce qui se passe? Alors, on le découpe en volume tout petit, infiniment petit, et puis on fait la somme de tout ce qu'il y a là-bas. On fait la somme sur tous les volumes. Et à chaque fois qu'il y a une interface entre deux volumes, il va y avoir un flux dans un sens et un flux dans l'autre. Donc la somme de tous les flux
va sommer sur tous les volumes. Sens, sinon, on va voir que c'est le volume de terme de droite, ça fait la somme sur tout le volume de divergence de V dV. Et je prends ça là, et je fais la somme sur tout le volume. C'est la somme de tous les flux, mais tous les flux intérieurs s'annulent les uns les autres, il ne reste que le flux extérieur. Il reste le flux sur la surface de V scalaire N ds. Et cette relation-là, je la connais par cœur. Bien, c'est 0 parce qu'effectivement, enfin, c'est presque 0, c'est pas très bien d'après le dessin, mais en gros, c'est 0 parce qu'il y a autant qui rentre que de V qui sort. Et pour ce point, c'est probablement 0 aussi parce que ça tourne autour et il n'y a rien qui rentre, rien qui sort. Là, on a l'impression que c'est plutôt positif parce qu'il y a un peu plus qui sort que le vecteur qui rentre. Application. La conservation de la masse. La conservation de la masse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a de la masse qui rentre dans un volume, qui est fixe, alors la densité augmente. C'est ça qu'on va essayer de traduire. On se fait un volume fixe. On va regarder sur le bord du volume ce qui se passe. On prend V de la forme ρU, où U est la vitesse du fluide. Donc on considère un fluide qui a un champ de vitesse U. Et on regarde quel est le flux. Donc on se pose la question de ce que veut dire ρU scalaire NDS à travers un élément de surface, ds, pardon, ça c'est M,
Et donc il y a un champ de vitesse. V. Là, le champ de vitesse il sort. Il y a des particules qui sortent de cette surface à vitesse V. On va regarder ce qui se passe pendant un temps dt. Pendant un temps dt, la particule qui était ici, elle a avancé d'une longueur vdt. Donc elle se retrouve quelque part ici, en un point v dt plus loin. Ça veut dire que la particule qui était là se retrouve ici, en v dt plus loin. Donc c'est la particule qui était là qui se retrouve au niveau de la surface. Donc toutes les particules qui étaient entre ici et là ont traversé la surface. Donc, toutes les particules qui étaient là ont traversé la surface. Toutes les particules qui étaient là ont traversé la surface. Et donc je dessine des VDT. Je dessine une sorte de parallélogramme qui est porté par un vecteur VDT. Et dans ce parallélogramme, donc, toutes les particules qui étaient à l'intérieur ont eu le temps de traverser la surface pendant le temps dt. La largeur, l'autre largeur de ce parallélogramme, c'est ds, qui est en fait une surface, ce n'est pas une largeur. Donc ça, ds. Donc le volume de particules qui a traversé la surface, on connaît. C'est la taille de ce parallélogramme. C'est la taille de ce parallélogramme. C'est la largeur ds fois c'est ds fois cette longueur-là, non? Vous vous rappelez la taille d'un parallélogramme? On la perpendiculaire. Et la surface de ce parallélogramme, c'est la surface du rectangle. Cette surface-là, c'est la même que celle-ci. Donc, le volume qui a traversé ds pendant dt, c'est ds fois la longueur en jaune qui est v, un angle de v fois dt, cette longueur-là, projetée sur le jaune. Projetée ici, il faut le cosinus de cet angle que je vais appeler alpha. Cosinus alpha. Mais ce VDT ici, il est là aussi. Et c'est perpendiculaire à la surface, elle est là, c'est L. Donc l'angle alpha, il est là aussi. Donc ça, alpha, c'est ds fois dt fois l'angle b fois l'angle, le cosinus de l'angle entre v et n. Donc ça, c'est le
On reconnaît le produit scalaire ici. V scalaire N. J'ai mis un V, c'est un U, pardon. C'est U la vitesse. Ah, là c'est U, j'ai appelé la vitesse U. Il y a un U. Donc on a un premier résultat important qui est que le volume qui traverse la surface pour en dt, c'est V scalaire N ds, c'est-à-dire que le flux, V scalaire N ds, pardon, c'est U, hein, tout ça c'est U. Voilà, pour remplacer V par U ici. Donc, quand U est un champ de vitesse, U scalaire N ds, c'est-à-dire le flux, ça mesure la quantité de volume qui passe à travers la surface pendant un temps dt. Donc, quand U est un champ de vitesse, le flux dφ égale U scalaire N ds fois dt mesure le volume qui traverse ds pendant le temps dt. Et donc, on fait ρ U scalaire N ds dt, ça mesure quoi ça? Donc, dφ égale ρ U scalaire N ds, mesure, rho dt, mesure, mesure quoi? La quantité de quoi? On multiplie un volume par une densité, ça fait une masse. Donc, mesure la masse, etc., qui traverse ds pendant dt. Donc, on fait la somme sur toute la surface. Rho U scalaire N ds de tout fois dt, c'est quoi ça? La quantité
de masse qui a traversé tout le bord du volume pendant le temps d'été. Et c'est la quantité de masse qui est sortie, parce que N est vers l'extérieur. Donc c'est la quantité de masse sortie du volume en d'été. Si le signe est négatif, ça veut dire qu'il y a de la masse qui est rentrée. Si le signe est positif, ça veut dire que la masse est sortie. Ok, donc le flux de ρu, ça mesure la quantité de masse. Oui, mais maintenant, on peut écrire la conservation. La quantité de masse contenue dans le volume, c'est l'intégrale de ρdv. Donc sa variation, si elle augmente, le d de ρdv est positif. Donc la quantité d de ρdv, c'est la quantité de masse, c'est l'augmentation de la masse augmentation de la masse pendant dt. Donc les deux quantités que j'ai écrites ici doivent être égales au signe près. Tout ce qui, la quantité de masse qui sort du volume, elle sert à faire diminuer ça, la masse contenue dans le volume. Donc ça égale moins ça. Et en divisant par dt, on a donc une équation qui est la conservation de la masse, qui est d sur dt de l'intégrale de ρdv égale ρu scalaire ds en flux. Ça c'est sur le volume total, et ça c'est sur le bord du volume. Donc ça c'est la conservation de la masse sous forme intégrale. Équation que vous verrez plein de fois en mécanique des fluides. Il y a une autre façon d'écrire. J'ai écrit conservation de la masse sous forme intégrale. Et on vient de voir que le flux est égal à une divergence. Okay, donc, on vient de voir que ρ u scalaire ds, c'est aussi égal à, pardon, sur le bord, c'est égal à l'intégrale sur le volume de divergence de ρ u dv. Et donc on a une équation qui est écrite un tout petit peu différemment, qui est que d sur dt de ρdv, c'est égal à moins. J'ai oublié un moins. Ah, on avait dit c'était un moins. Égal moins divergence de ρ u dv. On avait dit que c'est un moins parce que la quantité de masse qui sort fait diminuer ρ dv. Alors, du coup, là, on a l'intégrale sur V, là sur V. On aimerait avoir une intégrale sur V égale une intégrale sur V pour supprimer l'intégrale. Comment est-ce qu'on fait? Si le volume est fixe, si V est fixe, on
on peut faire rentrer le d sur dt là-dedans. Alors, d sur dt de rho dv égale. Alors, on réfléchit. Ça, c'est un nombre. Tout ça ici. Ah, si, c'est valeur fixe, l'intégral est égal à la fonction. Égal. Non. Ça veut dire qu'on peut rentrer le d sur dt là-dedans. Donc ça fait un d rho sur dt. Mais, réfléchissons. Ça, c'est un nombre. Il ne dépend pas de l'espace. Ça dépend que du temps, ce truc. C'est la masse de quelque chose. Donc le d sur dt, c'est une dérivée droite parce que c'est une fonction que de t. Mais quand on met le d sur dt là-dedans, c'est ρ qui dépend de x, y, z, t. Donc il faut mettre une dérivée partielle. Donc d rho sur dt, parce que là-dedans, il dépend aussi de la position. Alors, maintenant, on a une équation qui est une intégrale sur v égale une intégrale sur v, on met tout sous la même intégrale. On a une équation qui est d rho sur dt, plus le div, on le passe de l'autre côté, plus divergence rho u, le tout fois dv égale 0. Et maintenant, on dit quoi avec ça? Vous allez trouver tout seul. C'est un coup de baguette magique. On a une intégrale qui vaut 0. Est-ce qu'on a le droit de dire que ce qu'il y a sous l'intégrale vaut 0? Oui ou non? Je vais mettre quel que soit V. La conservation de la masse, elle est vraie pour tout volume, tout petit volume, quel que soit le volume, dans l'espace. On avait vu que quand f dv égale 0, quel que soit v, si l'intégrale est nulle, quel que soit le volume qu'on prend, c'est-à-dire que la fonction dessous est nulle aussi. Il faut l'imaginer pour la masse. Si n'importe quelle masse que vous considérez dans l'espace est nulle, c'est-à-dire que la densité est nulle partout. Donc, on aboutit à l'équation de conservation de la masse sous forme locale. Conservation de la masse sous forme locale. Rho sur dt plus divergence rho u égale 0. Sous forme locale parce que c'est vrai en tout point de l'espace. Alors que cette écriture-là, c'était sous forme intégrale, c'est vrai pour tout volume V, une intégrale. Voilà. L'équation est définie sous forme intégrale. En mécanique des fluides, vous utiliserez les deux formes suivant les problèmes considérés.